Bonjour et bienvenue dans cette 11e vidéo de cours de chinois mandarin. Dans cette vidéo, nous allons voir les 5 derniers caractères de la leçon 2. Le caractère Toe, faire face, c'est exact, qu'on voit dans le mot Toepuchi, pardon. Alors, Toe peut être décomposé en deux éléments. À gauche, c'est la main droite, qui là se trouve à gauche. Donc on voit en dessous le caractère assez ancien, qui est très proche, il a juste été un peu stylisé. Et à droite, le pouce. Donc là, c'était quand même beaucoup plus stylisé. Donc en fait, c'est une main avec en plus un petit trait pour indiquer le pouce. Quel est le sens entre la main droite et le pouce pour dire faire face est exact? Eh bien, il n'y en a pas car c'est un caractère simplifié. Voici comment s'écrit le caractère traditionnel. Et vous voyez qu'à gauche, au lieu d'avoir deux traits, on en a 11. Donc c'est quand même beaucoup plus complexe. L'étymologie est assez complexe aussi. Le caractère ancien, on avait à droite la main ou le pouce, ça dépend les périodes. Et à gauche, on avait un caractère qui était, en fait, on avait deux éléments. Un qui se prononçait Zhuo, qui voulait dire pousser de rue ou avoir une végétation touffue. Et en dessous, il y avait la terre, composée avec la main droite. Et le premier sens de cet ensemble de caractères aurait signifié que le travail de l'homme permet aux plantes de se développer harmonieusement. Donc là encore, rien à voir avec faire face. Plus tard, l'élément de la terre à gauche était remplacé en dessous, vous voyez, par une sorte de petit rond avec un trou. C'est la bouche, si vous vous souvenez un peu de cet élément-là. Et en fait, il signifiait... Par la suite, il signifiait répondre à quelqu'un occupant un rang supérieur. Alors l'histoire raconte que l'empereur Wen se serait aperçu que les éloges qu'on lui adressait n'étaient pas sincères, et donc on aurait remplacé la bouche par la terre. Et il aurait à ce moment-là signifié répondre respectueusement et élogieusement à un supérieur. Il aurait gardé son sens de fait de parler à un supérieur. Par extension, il signifiait être face à face, puis ou bien faire face à une situation. Bon, il a gardé un peu ce sens de faire face, et puis par extension, il signifie aussi c'est exact, et il a aussi emprunté le sens de une paire. On peut dire par exemple itoe, une paire. Donc là, une étymologie un peu complexe, le caractère simplifié est toutefois assez facile à retenir. On va voir la décomposition, toujours de gauche à droite et de haut en bas, et après sans le caractère en dessous. Et voilà, donc comme d'habitude, je vous encourage à essayer de le refaire à la volée, puis ensuite, hop, je vous donne la décomposition trait par trait pour le faire sur les feuilles d'écriture. Donc un caractère relativement simple à écrire, composé de deux éléments assez simples, et assez facile à équilibrer, il n'y a pas trop de difficultés là. Ce n'est pas le cas du caractère suivant, Qi, qu'on a en Tuepu Qi, Pu étant la négation, vous savez déjà l'écrire, et donc Qi signifie lever, ou ça aussi ça initie l'action, c'est un sens qui peut paraître un peu flou pour l'instant, c'est pas très très grave, pour l'instant on va se concentrer sur la graphie. Alors, combien de composants on a dans ce caractère? Eh bien on pourrait dire 2, en fait on pourrait même dire 3. Alors à droite, on a un caractère qui se prononce I, qui signifie déjà, mais en fait, à l'origine, on écrivait ce caractère-là, ce. Ce caractère est ce qu'on appelle un rameau terrestre. C'est le 6e sur 12, il y en a 12. Alors, c'est quoi les rameaux terrestres? En Chine, on avait 12 caractères qu'on appelait des rameaux terrestres et 10 caractères des branches célestes. Et ça permettait de compter, de faire des calendriers, suivant comment on les composait. Le nom des années chinoises sont composés de deux caractères, un d'un rameau terrestre et l'autre d'une branche céleste. Ça permettait de faire un calendrier avec 60 compositions. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez complexe. Faut savoir, c'est un peu comme nous quand on dit premier, deuxième, troisième, et bien ils avaient un peu ce système-là. Ils avaient des caractères assez simples pour désigner ce concept-là. Et donc là, c'en est un. Il a évolué, on a enlevé la petite partie qui fermait à gauche. Bon, c'est une évolution assez récente. Mais on retrouve encore, dans certaines polices d'écriture, le caractère fermé. On le verra tout à l'heure. Et à gauche, on a le caractère marcher, zhou, c'est un mot, c'est le mot qui signifie marcher ou bien partir, on le verra par la suite, et qui lui-même peut être encore décomposé de deux éléments, en haut la terre, et en dessous le fait de marcher, l'action de marcher. Donc là, en dessous, c'est juste un composant graphique, tandis que zhou, le caractère en entier, avec la terre plus marcher, est vraiment le mot. C'est un caractère, c'est aussi un mot, c'est pas seulement un composant. Non seulement c'est pas un composant, c'est un caractère, mais en plus d'être un caractère, c'est un mot. Tous les caractères ne sont pas des mots. Lui, il peut s'employer tout seul, dans le sens de wo zhou, je marche ou je pars. Quelle est l'étymologie là-dedans? Alors, on retrouve un petit peu ces éléments, enfin non pas un petit peu, on retrouve ces éléments dans les caractères anciens,
Donc à droite, on a ce fameux petit tourbillon qui est en fait un des rameaux terrestres. Dans certaines graphies, certains pensent qu'on reconnaît l'enfant comme composant graphique. Alors c'est important parce qu'à gauche, on a toujours le caractère marcher. En haut, on a un petit bonhomme qui marche, on le voit bien, comme si on voyait un bonhomme de profil qui court ou qui marche. Et en dessous, le composant de marcher qui est beaucoup plus abstrait. Et donc, on aurait eu l'enfant qui se met à marcher pour la première fois, où il a fait l'idée de se lever ou d'initier pour la première fois, de commencer une action. Donc là, effectivement, au niveau du sens, c'était beaucoup plus porteur de sens. Certaines personnes disent qu'en fait, ce n'est pas l'enfant, mais que c'est un rameau terrestre qui va porter la prononciation, qui d'ailleurs ne se prononce plus du tout pareil maintenant, hein, mais à l'époque ça devait se prononcer différemment. Donc ensuite on l'a quand même un peu stylisé, et on a le caractère actuel qui s'écrit souvent comme ça, hein, avec la partie de droite qui ne se ferme pas. Donc là encore une étymologie avec une histoire assez longue et avec un peu de flou dans l'histoire. La décomposition à présent. Alors pareil, on va commencer par l'élément qui est à gauche et on va aller du haut vers le bas. Donc là, pas très surprenant. Et hop, à droite, ce trait-là. Alors, c'est pas extrêmement compliqué, mais il y a quand même pas mal de traits. Et puis pour le centrer dans un carré, c'est pas toujours évident. Donc je vous encourage quand même à essayer de le faire à la volée sur une feuille de papier, c'est un bon entraînement. Mais là, je pense que l'entraînement sur les feuilles d'écriture est indispensable pour bien le réussir. Donc voilà la décomposition, trait par trait, avec les petites flèches. Et maintenant, on peut composer le mot pardon. Donc si on se souvient bien, toepuchi. Donc là, vous voyez que le chi s'écrit avec le composant qui est fermé sur son petit côté en haut à gauche. Caractère suivant, mei, la négation. Enfin, c'est une négation du verbe avoir. Le verbe avoir se dit yo. On ne dira jamais puyo, mais on dira toujours meio. C'est une négation aussi qu'on utilise dans un contexte passé, donc on verra ça plus tard au niveau de l'utilisation grammaticale. Au niveau des composants, on peut distinguer 3 composants. Donc à gauche, l'eau, et à droite, en fait, c'est un composant qu'on peut encore décomposer en 2. En haut, c'est quelque chose qui ressemble à di, avec une petite variante, il n'y a pas de crochet à la fin. Di étant la petite table ou la table à thé. Et à droite, yo, en dessous, pardon, yo, la main droite. La main droite qu'on a déjà vue dans le caractère tue. Quelle est l'étymologie de ce caractère? Alors si on regarde à gauche, on a toujours l'eau, ça représente une rivière avec les petits tourbillons. Et à droite, ce fameux composé de 2 éléments qui se prononce en fait mo, qui signifiait saisir ce qui est dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'en fait en haut on a un petit tourbillon qui représentait un tourbillon d'eau, et en dessous la main, que vous devez peut-être reconnaître parce qu'on l'a vu dans le caractère tue. Ça signifie attraper quelque chose qui est dans l'eau, autrement dit par extension quelque chose qui est englouti. Et par la suite le caractère signifiait sombrer, être englouti. Il se prononçait mo, hein, ça se retrouve encore dans certaines expressions. Et ensuite le sens a encore dérivé, signifiait cacher ou bien faire disparaître, parfois même mourir. Là on rejoint un petit peu une négation, hein, le fait de disparaître, de cacher ou de mourir. Il y a quand même une idée qui se rapproche de la négation. Mais vous voyez que l'évolution quand même a été assez longue et variée. L'écriture à présent, toujours pareil, d'abord à gauche, puis de haut en bas, composant par composant en fait, et ensuite à droite, de haut en bas. Pas très compliqué. Et maintenant, l'écriture, trait par trait, avec les petites flèches. Caractère assez simple. Le caractère suivant est encore plus simple. Mais guan si, là c'est le guan. Alors tout seul, guan signifie fermé. Et là on a 2 composants. En haut, c'est ce qu'on appelle le 8 inversé, le chiffre 8 qui s'écrit comme ça. Et quand on l'inverse, ben voilà, hop. Donc évidemment la taille des traits change quand on écrit pour que ce soit plus esthétique. Et en dessous, on a un caractère qui est un mot qui se prononce tien, qui signifie ciel ou bien journée. Mais le sens originel, c'est ciel. Quel est le rapport entre 8 inversé ciel et fermé? Eh bien, il n'y en a pas, car là encore, c'est un caractère simplifié. Comme vous allez le voir, le caractère complexe porte bien son nom de caractère complexe, hein, caractère non simplifié, on va dire, caractère traditionnel. C'est complexe à l'opposé de simplifié. Au niveau de l'étymologie, on a en fait une porte, l'élément de la porte, qu'on retrouve dans le caractère moderne. Et en dessous, on a 2 anneaux avec un trait, donc ça signifie en fait, c'était les anneaux dans lesquels on mettait la barre pour fermer la porte. On voit bien dans le caractère de droite. À gauche, c'est un peu plus abstrait. Donc là, évidemment, on avait un idéogramme, on pourrait même dire un idéopictogramme, hein, parce que ça représentait quand même assez bien l'idée. Donc on avait une porte qui était fermée, qui était verrouillée. Donc là, le sens est resté. Vous voyez que là, on a une simplification assez prononcée du caractère. Le caractère traditionnel est vraiment très très différent, et c'est pas simplement une clé qui a été
ou un composant qui a été simplifié, comme le caractère ma ou le caractère de xie ou qing. Dans le xie de xie ou qing, on a l'élément de la parole à gauche qui a été simplifié. Là, non, c'est tout le caractère et il n'y a aucun passage de l'un à l'autre. C'est plus difficile de retenir les caractères non simplifiés quand c'est le caractère entier qui a été changé et pas simplement un composant du caractère. Son écriture est quand même vraiment simple, de haut en bas, de gauche à droite, toujours pareil. Il est aussi assez facile à équilibrer dans un carré. Et son écriture, trait par trait, avec les flèches. Le dernier caractère, si, qui signifie lier ou joindre. Mei guan si. Donc dans Mei guan si, il perd son ton. Là, quand il est tout seul, il se prononce si. Bon, ici, il se prononce aussi ji, qui signifie attaché. C'est un caractère aussi qui a beaucoup de sens, qui est assez complexe. Pour l'instant, on va voir les éléments qui le composent. Donc en haut, on a juste un trait descendant, le trait descendant gauche. Et au milieu, on a l'élément de la soie. Et en dessous, un élément qui est aussi un caractère et un mot qui signifie être petit. Alors là, évidemment, entre la soie, être petit, etc., il n'y a pas vraiment de sens. Quand on voit l'étymologie, en fait, le caractère ancien s'écrivait comme ça, entre autres, comme beaucoup de caractères, les caractères anciens étaient très variés, il y avait beaucoup de variantes. Là, j'en ai pris un assez représentatif. Et en fait, ça représente un quipu. Alors, qu'est-ce que c'est un quipu? Si, comme moi, quand vous étiez jeune, vous avez vu les Cités d'Or, la fameuse série de dessins animés, eh bien, vous savez ce que c'est qu'un quipu. Si vous n'avez pas vu les Cités d'Or, eh bien, il faut les regarder. Alors, un quipu, c'est un terme, si je ne me trompe pas, c'est un terme inca, ou maya, je pense que c'est un cas. C'était en fait des cordelettes qui étaient attachées ensemble et de différentes longueurs et on faisait des nœuds à certains endroits et ça pouvait signifier des chiffres, des nombres ou même des messages. C'était une forme un langage assez simple et on pouvait donc écrire un message avec un quipu. Et donc en Chine on devait avoir des quipus car on le retrouve dans les caractères. Donc évidemment à gauche le caractère est assez compliqué, après on l'a simplifié, on arrive à distinguer la main qui est au-dessus et puis en dessous les cordes avec les petits nœuds. Voilà, c'était quand même beaucoup plus simplifié. C'est un caractère qui est quand même encore assez ancien, il était déjà simplifié dans les temps anciens, mais il se rapproche quand même beaucoup plus du caractère moderne. Et donc le caractère a, dans le sens ancien, c'était effectivement lié, joint, dans le sens de faire des nœuds avec ces fameuses ficelles. L'écriture maintenant, donc toujours pareil là, de haut en bas. Alors, le caractère xiao est un caractère, le caractère en dessous, la clé d'être petit, qui se prononce xiao, est un caractère symétrique. Quand on a un caractère symétrique, on fait d'abord ce qui est au milieu, voilà, hop, et après gauche et droite. Donc là encore, je vous encourage à le faire à la volée. C'est pas très compliqué, par contre, il n'est pas très compliqué à écrire, mais on a toujours tendance à l'écrire trop long, à la verticale. Donc il faut essayer d'un peu l'écraser. C'est difficile à bien équilibrer dans un carré. Et voilà l'écriture trait par trait pour la grille d'écriture. Et donc on peut faire le mot guanxi. Donc comme je vous l'ai dit, le si perd son ton. On ne dira pas guanxi, mais guanxi. Et il signifie relation. Et alors c'est surtout les relations professionnelles. Vous entendrez parler beaucoup des guanxi en Chine. C'est très important les guanxi. Et le fameux mot de la leçon, mei guanxi. Ce n'est pas grave. Alors si vous observez bien le xi dans le mei guanxi, vous voyez que le premier trait est légèrement détaché. C'est une graphie, je vous l'ai mis parce qu'on peut la trouver. C'est un peu plus rare que l'autre graphie. Il vaut mieux le faire toucher, sinon après on fait un petit trait qui part sur la gauche et c'est pas bien écrit. Donc je vous la montre pour que vous la connaissiez, que vous ne soyez pas surpris, mais il ne faut pas l'imiter. Je vous encourage à faire comme on a fait dans l'élément précédent, comme je vous ai montré trait par trait, avec le premier trait qui est vraiment bien au-dessus, et le deuxième trait qui part du milieu du premier trait, donc avec le trait qui touche. Mais bon, on peut le retrouver comme ça, donc vous voyez, même dans les caractères modernes, il y a des petites variantes, il faut le savoir. Et voilà, donc c'est terminé pour cette 11e vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine.